dans le vif du sujet avec Anis Moraï. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Alors, cette semaine, notre invité, ancien ministre auprès du Premier ministère, chargé de la réforme administrative dans le gouvernement Hamadi Jbeili, de décembre 2011 à juin 2012, et secrétaire général du Congrès pour la République de mai 2012 à mars 2013, et en juin, il annonce la naissance d'un nouveau parti, le Courant démocratique. Notre invité pour ce matin, M. Mohamed Darabou, bonjour. Bonjour Afef. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. Alors, comme d'habitude, je vais profiter de l'occasion, Anis, pour poser ma première question. Alors, Monsieur Mohamed Darabou, vous avez obtenu une maîtrise en droit et un DEA en sciences criminelles. Ensuite, vous avez soutenu, en août 2012, une thèse de doctorat en droit privé intitulée « Limites de la liberté de presse ». Et Hier, en parlant de liberté de presse, en moins d'une année, 306 violations de la liberté de la presse ont été enregistrées visant 325 professionnels dans 22 entreprises de presse, d'après le Centre de Tunis pour la liberté de la presse, dans son premier rapport annuel présenté hier. Et selon ce rapport, les violations ont été commises par les forces de sécurité, 69 violations, les citoyens 32 violations, le ministère public 31 violations et les directions des institutions publiques 22 violations. 21 agressions ont été perpétrées par des sympathisants du gouvernement contre 14 commises par des individus proches de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ce rapport ? À part, c'est-à-dire donc les affaires de justice, les autres agressions, bien évidemment, ils sont condamnables. Et en plus, c'est ça ce qui revient en Tunisie lorsqu'on n'applique pas la loi ou lorsqu'on n'est pas pour l'application de la loi. Je vois même qu'il y a des journalistes qui sont contre l'application de la loi. La loi, il faut l'appliquer à tout le monde, aux policiers qui agressent les journalistes et aux journalistes qui dépassent les limites de la liberté de la presse. Il faut le dire, il y a des limites partout dans le monde, dans les plus grandes démocraties, qu'il ne faut pas dépasser. Bon, bien évidemment, là, on parle des victimes, donc les journalistes victimes. Dans la majorité des cas, certainement, c'est des victimes qu'il faut protéger. J'aimerais bien vous rappeler que selon le décret-loi de 115 de 2011, l'agression contre un journaliste, c'est assimilé à l'agression contre un fonctionnaire public. Donc il y a aggravation de la peine. Et pourtant, on n'applique pas la loi, malheureusement. C'est ça la Tunisie de l'après-révolution, malheureusement. C'est-à-dire, lorsqu'on n'applique pas la loi, c'est Mohamed, vous pensez donc au ministère de la Justice, essentiellement. Le ministère de l'Intérieur, il faut qu'il contrôle ses agents, ça c'est la première chose à faire. Et bien c'est bien évidemment donc la justice, qui malheureusement au niveau du parquet n'est pas assez indépendante, ou plutôt qui n'a pas cette capacité d'agir sans attendre les instructions. C'est les réflexes de l'ère Ben Ali, donc un procureur de la République qui n'agit pas, sauf s'il reçoit un coup de téléphone pour donc mettre en mouvement l'action publique. Sinon ça marche pas. Et malheureusement, il faut que cette attitude change. Il faut que ça soit automatique à chaque fois qu'il y a agression. Contre un journaliste ou contre n'importe qui, donc il faut agir. Et malheureusement, la justice ne le fait pas pour le moment. Justement, vous parlez de justice, vous parlez aussi donc du ministère de l'Intérieur. Vous, en tant que politicien et une figure de proue, je dirais, de l'opposition sous Ben Ali et aussi après la révolution, quel bilan tirez-vous de ces 2 années de transition démocratique, Si Mohamed ? Aussi bien pour la Troïka que pour l'opposition, bien entendu. Bon, il faut être avant tout optimiste. Nous avons les libertés politiques maintenant, grâce à la révolution, bien évidemment, pas grâce à un parti politique quelconque. Ça c'est sûr. Donc il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui tentent de l'oublier. Il y a des gens qui appellent, qui disent sous Ben Ali c'était mieux. C'était pas mieux sous Ben Ali. Sous Ben Ali, il n'y avait pas aussi l'application de la loi, parce qu'il y avait les trabelsi, il y avait des gens qui étaient au-dessus de la loi, et donc il faut avouer ça, il faut reconnaître ça, il faut rappeler aux gens ça, parce qu'ils tentent parfois d'oublier. Sinon, le problème, c'est économique et social, et ça, c'est dû essentiellement à la non-application de la loi. Je sais qu'il y a des gens qui me reprochent que je reprends toujours ce mot-là, il faut appliquer la loi. C'est ça, le mot-clé en Tunisie, c'est ça, donc, la solution. C'est pas la baguette magique, mais c'est la solution en Tunisie, c'est l'application de la loi. Malheureusement, après la chute de Ben Ali, des gens qui ont appris à vivre sous la terreur, sous la peur, donc, une bonne partie du peuple tunisien, il faut le reconnaître, qui n'arrive pas à vivre sans une coercition de l'autorité publique. Malheureusement, c'est ça, mais de toute façon, c'est humain. Parce qu'il n'y a pas des lois qui sont appliquées par la force. Généralement, il y a une bonne partie de la société qui ne respecte pas la loi. Si on ne respecte pas la loi, on est dans des conditions pareilles, et parfois, et peut-être ça peut devenir pire. Si ça continue comme ça, bien évidemment, on peut s'attendre à tout. Oui, justement, en parlant de l'application de la loi, comme vous dites, pour la vie économique et sociale, on n'applique pas la loi, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire pour le contrôle des prix, ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
Quand on ne protège pas les frontières de la Tunisie, quand on ne contrôle pas assez les prix, ça c'est vrai, mais le problème c'est la faiblesse de l'administration. Donc une administration qui est faible vis-à-vis donc des citoyens, les sit-ins, les manifestations et surtout les sit-ins qui donc paralysent parfois l'activité économique. Ça s'est passé en 2011 surtout, mais même avec le gouvernement donc de Jebeli et même maintenant parfois de temps en temps. Bien que ça s'améliore un peu maintenant des sit-ins qui paralysent quelques projets économiques, mais ça aussi, ça a eu une grande répercussion sur l'économie tunisienne, par exemple l'export du phosphate. Donc il a été paralysé pendant plus d'une année, et par la suite on nous parle de 2 milliards de dinars de pertes. Bien évidemment, quand on n'applique pas la loi, voilà ce qu'on va perdre, 2 milliards de dinars, et peut-être un jour on va nous dire qu'on a perdu 5 ou peut-être 10 milliards de dinars dans 2 ans. Bon, c'est important la révolution parce qu'il n'y a plus de dictateurs, ça c'est bien, mais quand même il y a des gens qui s'intéressent pas essentiellement à les libertés de la presse ou aux libertés ou aux droits politiques, mais ce qui compte pour eux, c'est l'amélioration de la situation économique et la qualité de vie aussi. Justement, c'est Mohamed, lorsque vous dites que nous possédons actuellement donc des libertés politiques qui sont menacées, il faut aussi le reconnaître parce que on entend par-ci et par-là et on essaie aussi de constater que parfois il y a réellement donc une menace qui pèse sur ces libertés-là. Le Tunisien moyen, et sûrement vous avez l'occasion de discuter avec je sais que vous êtes une personne ouverte donc à la discussion et toute personne pourrait vous appréhender donc pour discuter avec vous, et ça vous arrive je suppose bien sûr dans les marchés, lorsque vous faites votre marché, lorsque vous allez dans le café aussi. Exactement, voilà. Donc et le Tunisien qui est en train d'évoquer actuellement une nostalgie pour Ben Ali, ce qui est un affront pour la révolution. Il dit souvent que moi je ne suis pas concerné par ces libertés politiques qui reviennent essentiellement à être gardées par l'élite politique. Moi, ce que je voudrais, c'est essentiellement donc un couffin de la ménagère qui soit accessible dans les marchés et non pas à celui-là. Quelle réponse on pourrait lui donner dans ce marasme politique que nous sommes en train de vivre, surtout que l'instrumentalisation de la loi que vous êtes en train d'évoquer, cette loi-là, on l'applique lorsqu'on voudrait et on l'écarte lorsqu'on voudrait aussi. Le Tunisien ne s'y retrouve plus. C'est ce qui fait que il y a toujours ce pourcentage en fait qui personnellement me fait froid au dos. C'est 74% de personnes qui se disent non intéressées par des élections prochaines, qui ne vont pas aller voter. Selon vous, vous qui êtes politicien, comment est-ce qu'on peut redonner, je dirais, l'espoir à un Tunisien qui est en train de le perdre? Redonner l'espoir, il faut toujours rappeler aussi ce qui s'est passé sous Ben Ali. Le silence des Tunisiens a fait en sorte que Ben Ali règne en Tunisie pendant 23 ans, et avant lui c'était Bourguiba, avant lui c'était l'occupation française, avant lui c'était les Beys, etc. Donc on ne va pas revenir à la dictature. Quand même c'est un acquis, la liberté. Pour un être humain, c'est un acquis la liberté, même si on parle là de liberté politique, mais quand même ça a de l'importance, et il faut qu'il regarde partout dans le monde. Là où il y a une vraie démocratie, c'est la prospérité, c'est une situation économique et une qualité de vie meilleure que sous les dictatures. Ça c'est vérifié partout dans le monde, je pense. Donc il faut qu'on comprenne une chose, il y a maintenant 2 ans et demi seulement qu'il y a eu la révolution, on ne peut pas faire tout pendant 2 ans et demi, malgré tout. Moi aussi parfois je deviens pessimiste, vu les attractions politiques, etc. Ça c'est sûr, mais il faut attendre quand même quelques années. On voit qu'il y a des expériences où les gens ont dû attendre peut-être 10 ans ou 12 ans, l'exemple de l'Espagne, la France peut-être un siècle, mais on va pas attendre quand même un siècle en Tunisie. J'espère que ça sera réglé dans quelques années, la situation économique, mais c'est essentiellement lié à l'amélioration de la situation politique. Alors le problème maintenant c'est politique en Tunisie. Nous avons les libertés, c'est vrai, mais on ne sait pas quoi faire avec notre liberté. Ça il faut le dire. Il faut le dire à l'élite tunisienne qui est la cause malheureusement de toutes ces attractions politiques et ces problèmes-là. Il faut le dire aussi au peuple. Nous avons un problème d'élite, il faut le dire à haute voix, mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer lorsque les Tunisiens vont s'intéresser davantage à la politique. Parce que maintenant, une partie de l'opinion publique est manipulable, il faut le dire. C'est-à-dire manipulable? Manipulable, c'est-à-dire facilement on peut faire croire aux gens qui sont dans une situation, par exemple, qui n'est pas donc qui est loin de la réalité. Par exemple, on essaie de croire aux gens que la situation maintenant est pire du point de vue sécuritaire. Non, maintenant il y a plus de manifestations, mais c'est pas pire point de vue sécuritaire, parce que sous Ben Ali aussi il y a eu des assassinats. Est-ce qu'ils savent les Tunisiens qu'il y a eu des gens qui sont morts sous la torture, par exemple, et même des cas d'assassinat politique. Le cas de Riyad Fadl, par exemple, c'est une tentative quand même, mais il y a eu quand même d'autres cas
Il y a des gens qui ne parlent pas, on ne peut pas parler parce qu'il n'y a pas toujours assez de preuves, mais c'est meilleur que sous Ben Ali, il faut le dire à haute voix aussi aux Tunisiens. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait l'espoir en Tunisie, que les gens soient optimistes malgré tout. Hein. Ce discours n'est pas très partagé, c'est Mohamed, par plusieurs Tunisiens. Oui, je sais. Voilà, donc, et on reviendra sur ça. Vous aussi, vous êtes critiquable donc sur ce discours-là, et certains vous reprochent un peu donc votre, je dirais, deux caractéristiques donc, dans votre discours. D'abord, votre conception utopiste. Qui elle aussi, c'est-à-dire vous essayez de voir que tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est vrai, vous avez été donc sous le joug de Ben Ali, mais actuellement il est quand même un peu, je dirais, invraisemblable de dire que la situation sécuritaire actuellement elle est meilleure que sous Ben Ali. C'est vrai que sous Ben Ali il y avait peut-être des tentatives d'assassinat, il y avait des assassinats aussi d'ordre politique. Mais le Tunisien s'inquiète par rapport au fléau du terrorisme qui est en train de frapper la Tunisie. Et par rapport à ce fléau, il se dit toujours, je dirais l'image régnante dans l'opinion publique tunisienne, Ben Ali était le bourreau donc des terroristes. C'est vrai qu'il y avait donc certaines, je dirais, manifestations, notamment donc, je dirais en 2000, les affaires donc de Slimane, exactement, les affaires de Slimane, mais c'était pratiquement donc la seule affaire. Et partout ailleurs, on a essayé. C'était pas la seule affaire. Justement. Oui, c'était pas la seule affaire, mais c'était la seule affaire qui a fait éclater un peu donc le verrou je dirais, de la presse à propos de ça, et ça a été instrumentalisé par Ben Ali pour des considérations. Mais actuellement, le Tunisien se dit, je ne suis plus donc en sécurité. Je ne parle pas uniquement des questions terroristes, mais même au niveau de la délinquance. On est en train de s'apercevoir qu'il y a une délinquance galopante justement par rapport à un fait, c'est la non-application de la loi. Et donc, est-ce qu'on peut réellement dire, sans être critiqué, que actuellement c'est meilleur que sous Ben Ali sur le plan sécuritaire? Avant de parler de terrorisme, je vous ai parlé tout à l'heure de manipulation médiatique. Je vois à la télé une femme qui parle avant il n'y avait pas de viol, avant il n'y avait pas de meurtre. Ça me fait rire. Hein. Vous pensez qu'il y a un pays au monde où il n'y a pas de viol, il n'y a pas de meurtre? Je suis avocat, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de meurtres sous Ben Ali, comme partout dans le monde. Tout à fait. On ne croit pas aux statistiques de Ben Ali, on aura bientôt nos statistiques, il faut le dire. Il y a des gens qui affirment au niveau du ministère de la Justice qu'il y a une amélioration dans certains genres de crimes. Je ne sais pas s'il s'agit de violence, de meurtre, de viol, je ne sais pas. Il faut qu'il se prononce le plus tôt possible, ça c'est vrai. Donc on a besoin de statistiques réelles et surtout honnêtes. Bon, si on peut donc il y a manipulation, même au niveau de l'affaire du terrorisme. J'aimerais bien vous rappeler une chose. Il y a eu une attaque contre la garde nationale à Gafsa en les années 90. Ça a causé la mort de 7 gardes. De 7 agents de la garde nationale. Une autre attaque, et cette fois c'est les attaquants qui ont été tués, c'était des Algériens, et apparemment il y avait un Tunisien avec eux. Ça c'était aussi les années 90. Et puis par la suite il y a l'explosion du synagogue de Gerba, causé la mort de plusieurs touristes, etc. Et à la suite on a perdu 500 000 touristes allemands, non seulement grâce à cause donc de cet acte minable terroriste, mais à cause du mensonge de Ben Ali, parce qu'à l'époque il a dit qu'il y avait donc un accident, c'était un simple accident et c'était pas un acte terroriste. Par la suite il y a eu plusieurs affaires de terrorisme. La preuve, il y avait, selon nous, à l'époque, il y avait 1300, peut-être ou quelques milliers, ça dépend des chiffres, de prisonniers donc, dans les affaires salafistes. Selon le ministre de la Justice de Ben Ali, à l'époque, il a dit seulement 300. Mais dans tous les cas, les prisons sont pleines de personnes donc, qui sont accusées dans des affaires de terrorisme, théoriquement. En fonction de la loi de 2003, on reviendra par la loi de 2003, oui. Bon, la loi de 2003 a été faite essentiellement pour plaire aux Américains et aux Nations Unies, pour les simples raisons, après l'attentat du 11 septembre 2001, il y a eu une commission au niveau des Nations Unies, on appelait tous les pays à présenter un rapport annuel concernant les mesures prises contre le terrorisme. Donc la Tunisie voulait faire quelque chose, c'est pour ça qu'il y a eu cette loi 2003, et bien évidemment, 2003 c'était aussi l'attaque c'était la guerre de l'Irak, il y avait des Tunisiens qui partaient vers l'Irak, l'Ali n'a jamais empêché les Tunisiens d'aller en Irak, mais par la suite elle a commencé à arrêter des gens, et surtout ceux qui sont d'obédience islamiste, etc. Donc là il avait donc un problème avec certains nombres de salafistes qu'il protégeait, et là je souligne, Ben Ali n'a jamais attaqué les salafistes malgré qu'ils étaient présents dans certaines mosquées en Tunisie. À partir de 2000. Vous parlez de ceux de la prédication.
Non, la prédication, c'est normal qu'ils les attaquent pas. Oui. Bien qu'ils les a attaqués même dans les années 90, mais je parle de 2000, je parle des salafistes djihadistes dans certaines mosquées. Ben Ali ne les a pas touchés. Par exemple, une femme voilée en Tunisie, qui peut être narda ou pas narda, a toujours été attaquée dans les rues, dans l'administration interdite, etc. Mais les salafistes en 2000, Ben Ali ne les a pas touchés pour raisons, je sais pas, pour les raisons certainement, donc qu'il connaît lui-même ou les services de sécurité. Par la suite, il a commencé à les attaquer après 2003, surtout pour, comme j'ai dit, donc pour plaire aux USA, parce qu'il y a des Tunisiens qui sont partis en Irak, donc voilà, qui ont rejoint donc les djihadistes en Irak, à partir de la Syrie, etc. Donc il n'avait jamais de problème avec Ben Ali, mais il avait toujours des problèmes. Il voulait toujours attaquer, par exemple, des ambassades. Le cas de Soliman, par exemple. L'affaire Soliman, ou plutôt à Tbournek, c'était des gens qui voulaient exploser donc l'ambassade des USA et de la Grande-Bretagne. C'est ce que le régime a dit à l'époque, que c'était vrai. Ils ne voulaient pas attaquer Ben Ali. Mais c'est par coïncidence qu'ils ont attaqué les policiers de Ben Ali, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient à Intbourg, et les policiers les ont attaqués. C'est pour ça qu'ils ont explosé des bombes, envoyé, utilisé les mitraillettes, etc. Ils ont tué quand même un officier de l'armée et quelques agents de police. Là, les gens n'en parlaient pas. Ils ne connaissaient que l'affaire Slimane. C'était pas la seule affaire, l'affaire Slimane. Oui, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord. On a saisi des armes dans d'autres cas, mais personne n'en parle. Oui, mais si on essaie de... Excusez-moi, on a aussi assassiné 2 touristes. On a assassiné 2 touristes à Sousse, c'était en 2007 si je me souviens. Personne n'en a parlé. Donc la différence maintenant, c'est qu'il y a une presse libre, on parle de tout. Rien n'est secret maintenant. À l'époque, personne n'entendait parler, c'est pour ça que les gens pensent ou prétendent que sous Ben Ali c'était mieux. Non, c'était pas mieux. Et j'aimerais bien vous dire que si Ben Ali était maintenant présent, je vous assure qu'il y aurait beaucoup d'attaques salafistes ou djihadistes contre lui, parce qu'il les a appris à détester ce régime, alors qu'au départ, il voulait attaquer donc les forces étrangères. Bien sûr, on est contre, mais j'aimerais bien dire, c'était ça leur... parce qu'il appartenait en fait à une organisation internationale qui a un agenda, et Ben Ali n'était pas sur leur agenda. D'ailleurs, c'est une question qu'on doit poser un jour. Pourquoi il ne voulait pas attaquer Ben Ali? Je suis contre la violence, même sous Ben Ali. Mais pourquoi il ne voulait pas attaquer Ben Ali? Mais j'aimerais bien vous dire, s'il est resté là, s'il était présent maintenant, il aurait même subi donc des attaques plus graves. D'accord. Oui, pour revenir juste à faire une petite question, pour revenir donc, on va fermer le volet relatif au terrorisme si vous voulez, et parler du dialogue national, c'est Mohamed, après cette chanson. Voilà, juste après la pause musicale, on va entamer le sujet sur le dialogue national, et vous avez un avis, propre à vous, à propos de ce dialogue national, juste après la pause musicale. Dans le vif du sujet, continue toujours sur les ondes d'RTCI, toujours avec nous notre invité pour ce matin, M. Mohamed Abou, secrétaire général du Courant démocratique, Anis Moraï, comme d'habitude tous les mercredis matins. Alors, si Mohamed, pour vous, le dialogue national est un rejet du processus de transition démocratique en Tunisie? Bon, je ne parle pas du dialogue en général, je parle du dialogue national, c'est-à-dire les 4 organisations avec certains partis politiques de l'opposition, et puis donc c'est la Troïka donc, qui a accepté. Maintenant ils sont autour d'une table pour discuter l'avenir de la Tunisie pendant les quelques mois qui restent dans cette période transitoire. S'il ne s'agit pas de discuter une 3e donc période transitoire. De toute façon, je parle aussi je reviens à la manipulation aussi, parce que même sous Ben Ali, nous avons ces problèmes. Dans certains syndicats, dans certaines Vous avez une rancune avec Ben Ali, c'est Mohamed. Comment? Vous avez une grande rancune vis-à-vis de Ben Ali. Non, je parle de la période de Ben Ali. Je parle pas de la personne. Bien évidemment, j'aimais bien qu'il soit donc livré à la Tunisie. Le plus tôt possible, et qu'il bénéficiera donc d'un procès équitable, ça c'est sûr. Non, mais je parle pas de Ben Ali, je parle de la période de Ben Ali. Même sous Ben Ali, dans certains syndicats, certaines associations, au sein de l'avocature, par exemple, l'association ou l'ordre des avocats, etc., il y a eu toujours des élections libres. Bon, libres entre guillemets, mais de toute façon c'était libre. Il n'y avait pas de falsification. Mais même dans ces élections-là, on a vécu ce qu'on vit maintenant. Donc, des islamistes qui sont élus et des gens qui sabotent. Des gens de la gauche qui sont élus, et c'est les islamistes qui sabotent. C'est une culture maintenant en Tunisie, mais les gens vont la découvrir peut-être un jour. Nous, on l'a découvert depuis quelques années. C'est une culture de l'élite tunisienne, que ce soit de gauche ou de droite. C'est pour ça que je pense et je crains, et j'avertis dès maintenant. Donc s'il y aura si ça va aboutir ce dialogue national, il y aura un gouvernement qui sera pas islamiste. J'aimerais bien que les islamistes ne vont pas recourir, comme certaines personnes de gauche,
au sabotage de ce gouvernement. C'est-à-dire C'est-à-dire, quelqu'un qui est au pouvoir, il essaie de travailler pour améliorer la situation des Tunisiens parce qu'il est au pouvoir, c'est lui donc qui est responsable. Oui. Il y a les autres qui ne font que le saboter. C'est pour ça que je dis que pour les Tunisiens, moi je m'adresse aux Tunisiens, je ne m'adresse pas aux partis politiques, il faut le dire. Donc aux Tunisiens, j'aimerais bien dire, les gens qui ont dit qu'ils vont changer ce gouvernement-là parce que il n'a pas bien mené donc sa mission, essayez de vous tromper. Pour une simple raison, ils ne font que saboter ce gouvernement. Moi, je suis contre le gouvernement de Nahda pour leur incompétence et la non-volonté d'assigner, la non-volonté de faire des réformes, la non-volonté de combattre la corruption. Vous avez des reproches vis-à-vis de ce gouvernement? Il y a des soupçons de corruption concernant certains responsables du Nahda, du gouvernement, ça on le dit. Malheureusement, les gens qui maintenant s'attaquent à Nahda, soi-disant qu'elle est incompétente, qu'il faut la tomber, c'était des gens qui ont combattu, donc, ou plutôt des gens qui ont saboté ou essayé de saboter l'économie tunisienne, parce que c'est Nahda qui est au gouvernement. Donc, ils sont pas en droit de réclamer le départ du régime, le départ, je veux dire, du gouvernement pour ces raisons-là. Donc, il y a des gens aussi qui s'attaquent au mouvement Nahda, disant qu'ils sont au pouvoir, il y a eu 2 assassinats. En cas d'assassinat, en cas d'attaque terroriste, ce qu'on cherche, c'est l'unité nationale. Quand on est patriote, quand on est objectif, à mon avis, il faut chercher donc l'unité nationale pour combattre ce phénomène qui est très dangereux. Et maintenant, qui bénéficie d'une certaine liberté quand même, grâce à la révolution tunisienne, il faut le dire, et qu'il bénéficie aussi, ou il a bénéficié pendant 2 ans au moins, du laxisme du gouvernement, de l'administration. Ça, il faut le reconnaître. Donc dans des cas pareils, on doit améliorer la situation. Qui nous garantit maintenant que dans quelques jours, ou dans quelques semaines, dans quelques mois, sous le nouveau gouvernement, il n'y aura pas d'attaque terroriste, par exemple. On est tous contre le terrorisme, bien évidemment, il faut que nous soyons unis. Vous allez voir que si un jour il y aura une attaque ou n'importe quoi, donc un problème économique, moi je défendrai le gouvernement tant qu'il est légitime et légal. Parce que c'est dans l'intérêt de la Tunisie. Justement, c'est Mohamed. Malheureusement, c'est pas ça qui règne en Tunisie maintenant. Ce qui règne, c'est cette mentalité de sabotage, il faut toujours le dire à haute voix. C'est pour ça j'essaie de vous chasser pour prendre votre place. Oui. C'est ça donc exactement, c'est ça la mentalité qui existe. Mais si Mohamed, je suis tout à fait d'accord avec certains points que vous avez évoqués, et notamment avec la légalité, quoique sur le plan de la légitimité et de la légalité constitutionnelle que vous défendez. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, on vous critique souvent sur, je dirais, cette conception légaliste qui parfois, dans certaines circonstances, ne doit pas exister selon certains. Le problème actuellement, lorsque vous dites c'est un gouvernement qui est issu donc d'élections libres, ceux du 23 octobre, on est tout à fait d'accord. Mais certains aussi des détracteurs de cette idée disent qu'à la base, cette constituante, on va revenir à la question fondamentale, a été donc élue, non pas pour gérer de façon interminable le pays, mais pour mettre au point donc une constitution. Cette constitution, il soupçonne aussi que la Troïka au pouvoir, et vous étiez au CPR avant de le quitter pour des considérations qu'on connaît un peu, estime que le travail effectué au sein de la constituante, justement, il essayait de concorder avec le rythme de travail de la Troïka pour s'immiscer dans les rouages de l'administration et éventuellement faire peser une menace sur une nouvelle dictature. Ça, c'est une menace que certains observateurs avancent, à tort ou à raison. Ce qu'il faut nuancer, à tort ou à raison. À tort, pour certains qui essayent donc éventuellement de dire d'avancer cette menace comme étant la menace pour chasser réellement, mais il y a certains aussi, observateurs et certains politiques, qui disent mais ce n'est pas normal qu'on n'en finisse pas avec ce processus de transition démocratique, surtout que la cartographie de l'échiquier politique tunisien est en train de changer par rapport aux élections du 23 octobre. Est-ce qu'on peut reprocher à l'opposition de dénoncer ce retard dans l'acheminement de la phase de transition, ou est-ce qu'on doit aussi donc dénoncer, je ne dirais pas le laxisme, mais la volonté de pérenniser le travail de la Troïka, que ce soit dans la constituante que dans la gouvernance? Donc on n'a pas fini la Constitution dans une année, c'était une obligation de certains partis politiques, pas de tous les partis qui sont à l'Assemblée. Tout Tunisien a droit de reprocher à tous les membres de la Constituante
de ne pas pouvoir, donc de ne pas réussir à finir donc la Constitution dans une année. À part les gens qui sont dans l'ANC. Et les partis politiques maintenant qui sont... C'est-à-dire quand je suis, par exemple, je suis du mouvement Jumhouri, par exemple, je n'ai pas à reprocher à n'importe qui... Parce que je suis partie prenante. Pour une simple raison, je suis responsable de ce retard. D'accord. Et si vous voulez me dire les choses, qui sont les députés qui étaient les plus absents, j'aimerais bien vous dire que c'était pas les Nahdaouis. Hein. Je suis contre Nahda comme gouvernement. Incompétence, comme j'ai dit, corruption, refus d'ouvrir les dossiers de corruption, bonne gouvernance, transparence. Je peux leur reprocher tout ce que vous voulez dans le monde. Mais quand je parle de l'ANC, les Nahdaouis, ils sont les gens qui sont plus sévères, donc c'est les gens qui arrivent, donc ils sont les plus sérieux, les plus sérieux, qui arrivent, donc qui participent aux commissions, qui sont à l'Assemblée nationale, plus que les autres, les chiffres le prouvent. Donc on ne peut pas prétendre que le mouvement Nahda essaie donc d'élargir cette période transitoire, c'est pas vérifié. D'ailleurs, il y a des preuves contraires. C'est-à-dire que les opposants sont les plus absents dans l'ANC, il faut le dire aux Tunisiens. Vérifiez les chiffres, il y a Baousla, il y a autres, vous allez trouver que les députés de Nahda sont les gens qui sont souvent les uns par rapport aux autres. Mais est-ce que c'est le seul critère? Non, il y a d'autres causes de retard, par exemple, qui sont reprochées. On peut reprocher à Nahda, par exemple, le fait que dans une période, donc il a essayé de parler de la charia au niveau de la Constitution. Ça a retardé la Constitution pendant 3 semaines. Un mois peut-être. On ne peut pas reprocher au mouvement Nahda tout ce retard-là. On reproche à tous les membres de l'ANC et essentiellement aux membres qui sont le plus absents du travail. Je voudrais vous poser une question par rapport au retard. Lorsque nous sommes dans une commission constituante, qui elle regroupe 22 élus, comme vous le savez, et que la majorité donc revient à la majorité, je dirais absolue, plus que la majorité absolue. Quelle commission? J'ai pas entendu. Une commission constituante. Préambule ou les législations générales ou n'importe quel type de commission. Donc là, nous sommes à 22. Nous sommes d'accord qu'on est 22. Donc voilà. Et la majorité donc revient 13 ou 14 reviennent donc du côté de la Troïka. Si jamais on discute avec les élus de l'opposition par rapport à certains points qui concernent tous les Tunisiens, qui ne concernent pas la Troïka implantée, et qu'après on n'arrive pas donc à avoir un consensus, sans tomber aussi dans la dictature de la minorité, parce qu'on a entendu parler de la dictature de la minorité. Vous suivez, c'est Mohamed. Voilà. Après, lorsqu'on va évoquer ça au niveau de la plénière, le fait de ne pas être d'accord, et on oblige les gens quand même à avoir une constitution qu'on ne partage pas, on essaiera quand même, dans la plénière, de poser des questions, de faire des amendements, de faire donc je dirais des points de réclamation. Ceci ne peut pas être considéré donc comme un retard dans le travail. Mais à mon avis, le problème, ce n'est pas uniquement donc le travail de l'opposition ou l'opposition qui n'était pas là. Moi, je pense que le problème, c'était focalisé sur le référencement à la majorité. Je suis la majorité, je fais ce que je veux, alors que nous étions toujours dans un processus de constitution, de la constituante, c'est-à-dire de la constitution. On est en train de constituer cette constitution, et à partir de ce moment-là, opposition comme Troïka devrait donc aurait des dispositions qui sont ensemble. Mais là, dire que l'opposition n'est pas vraiment, donc c'est elle la cause du retard, moi je trouve que c'est un peu donc... Permettez-moi bien sûr, corriger. Je m'excuse pour le terme, mais c'est vrai, il faut corriger les idées. Non, exactement. Je parle de vos idées, de toute façon, bien évidemment, vous êtes correct. Non, je parle des idées. Donc, il n'y a pas de Troïka dans la Constitution. Je vous assure qu'il n'y a jamais eu de Troïka dans la Constitution. Demandez ça aux opposants qui sont objectifs, ils vont le dire. Il n'y a pas de Troïka dans la Constitution. J'aimerais bien vous dire, par exemple, Samia Abou, qui est du Coran démocrate, à l'époque, il était plus proche de Semir Bataïb, des autres amis de la gauche, plus que les islamistes. Il a même attaqué donc le fait que les islamistes essayaient donc de détourner la volonté de certaines commissions. Donc, ça n'a jamais, il y a eu jamais de troïka, même lorsque nous étions au CPE, je peux vous assurer une chose, il n'y a jamais eu une décision d'être avec le mouvement Nahda dans la Constitution. D'ailleurs, on est contraire au mouvement Nahda. Le mouvement Nahda est pour un régime. On est différent. Donc, il était pour un régime parlementaire, nous étions pour un régime mixte.
La majorité Mais des partis finalement, nous politiques sommes dans un régime parlementaire, c'est Mohamed. Non, je parle de la Constitution. Oui, le projet de la Constitution, nous sommes quand même dans un régime qui est parlementaire. Ça, c'est autre chose. Oui. J'aimerais bien vous dire, demandez aux Non, mais c'est-à-dire, nous sommes majoritaires contre le mouvement Nahda, parce que le seul mouvement maintenant à la Constituante qui défend le régime parlementaire, c'est le mouvement Nahda. Oui. Vous devez savoir Oui, ça. oui. Par exemple, il y a eu le pacte à une certaine époque, etc., qui était pour le régime parlementaire. Et heureusement, donc, Dieu merci, ils ont changé d'avis, donc ils sont pour le régime mixte. Donc il y a eu jamais, j'aimerais bien vous dire, jamais une majorité, donc la Troïka ou n'importe quel parti politique contre les autres concernant la Constitution. Pour certaines lois, par exemple loi des finances, etc., oui, c'est normal qu'il y a eu la Troïka qui voté contre les autres. Parce que ça concerne le gouvernement. Voilà, parce que ça concerne directement le gouvernement, l'action du gouvernement, mais pas la Constitution. C'est pour ça que j'aimerais bien éclaircir ce point. Voilà. Donc vous essayez de ils dire, sont minoritaires. donc Nahda, ils sont minoritaires, et finalement, ce n'est pas donc la Constitution, le projet de la Ils Constitution. sont minoritaires, mais quand même, ils ont le tiers bloquant. C'est pour ça qu'on veut avoir leur consentement, et c'est pour ça qu'on cherche un consensus maintenant pour arriver à avoir une majorité de 2 tiers qui permettent donc d'avoir de voter la Constitution le plus tôt possible. Par exemple, maintenant dans le dialogue, nous ne sommes pas pour le dialogue. Et si ça va donner quelque chose de bien évidemment, on sera pour. Surtout en ce qui concerne l'ANC, la Constitution, etc. J'aimerais bien qu'on finisse cette Constitution dans un mois, et dans ce cas-là, on a besoin de consensus de tout le monde, y compris le mouvement Nahda, essentiellement le mouvement Nahda. Parce que j'aimerais bien vous dire, tout le monde contre Nahda concernant la Constitution. D'accord. Et justement, par rapport à ce dialogue national et son aboutissement, on va y aboutir si on respecte les délais de la carte de cette la proposition de l'UGTT du quartet parrainant le dialogue national. Si Mohamed, on a évoqué le nom de plusieurs personnalités, donc on a évoqué le nom de Moustapha Kemal El-Nabli, de Jalloul Ayed, de Ahmed Mastiri, Mansour Malla, Mohamed El-Nasser. D'ailleurs, le résultat sera prononcé samedi. Oui, samedi prochain, donc le résultat sera déjà 3 ont été évincés, Qaïs Saïd, Ravi Meddeb, et puis donc je pense Shawkat Bib qui était le bâtonnier donc de l'ordre des avocats avant monsieur le Voilà, bâtonnier. la liste ne comporte plus que 5 noms. Voilà, depuis hier. Vous justement, si on aboutit à la démission du gouvernement Larrive et la mise en place d'un gouvernement donc de compétences nationales, quels sont les critères qui selon vous devraient exister dans le futur Premier ministre? Quels sont les critères pour un Premier ministre, tout court? Oui. Premier ministre, c'est quelqu'un qui gère cette transition, cette phase transitoire. Voilà. Donc, on parle pas dans l'absolu, on parle d'une phase qui est assez particulière quand même. C'est difficile de répondre. On n'est pas dans. Vous voulez pas le répondre peut-être. Voilà, on n'est pas dans ce dialogue-là pour plusieurs raisons, y compris cette raison-là. On savait dès le départ qu'il y aura une grande difficulté à choisir la personne adéquate. Donc quelqu'un qui fera l'unanimité des Tunisiens, à mon avis, ça n'existe pas. Donc personne ne fait l'unanimité des Tunisiens. De toute façon, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un de compétent, quelqu'un qui n'a aucune relation avec l'ancien régime. J'aimerais bien rappeler aux Tunisiens et aux gens qui sont au dialogue national qu'il y a eu une révolution en Tunisie entre le 17 décembre et 14 janvier 2011. Donc ils doivent se rappeler de ça. Aucune personne qui a travaillé ou collaboré avec Ben Ali en tant que ministre ne peut être Premier ministre après la révolution. Sinon, à mon avis, on n'a pas respecté donc ni les martyrs, ni les valeurs de la révolution. Et à mon avis, on va pas que ça change en Tunisie parce qu'il y a un vrai risque de retour de la dictature. Il faut toujours faire attention. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il se rappelle qu'il a eu une révolution en Tunisie. C'est grâce à cette révolution qu'ils sont maintenant dans ce dialogue national. Donc justement par rapport donc vous venez d'évoquer le cas du retour donc à une dictature. Actuellement nous sommes en train d'assister donc à l'émergence et à la confirmation surtout de partis politiques qui soient d'obédience donc bourguibiste ou qui soient d'obédience donc je dirais je voudrais pas dire le terme mercédiste mais donc qui ont une relation avec certaines personnalités qui ont travaillé avec Ben Ali. Pour vous, c'est Mohamed, est-ce que cela constitue une menace pour cette phase transitoire ou pour la phase post-transitoire, c'est-à-dire pour les élections prochaines? Quand je parle des gens qui ont travaillé avec Ben Ali, je ne parle pas de 600 000 fonctionnaires par exemple, je ne parle pas de tous les directeurs généraux, je parle des Vous parlez des décideurs.
des décideurs, des théoriciens du régime de Ben Ali. Par exemple, le ministre, il est symbole. Quelqu'un qui a eu une grande responsabilité à la RCD, c'est un symbole de l'ancien régime. Donc, à mon avis, ces gens-là n'ont rien à faire dans la vie politique pendant quelques années. Nous avons déposé un projet de loi concernant l'immunisation de la révolution. À l'époque, on l'a pas appelé comme ça. J'aimerais bien qu'on l'appelle protection du processus démocratique. Pour protéger le processus démocratique, à mon avis, il faut écarter les symboles du régime de Ben Ali pendant quelques années. C'est faisable après une révolution. Ça a été fait dans d'autres pays. Ça a été plus grave dans d'autres pays. La France, par exemple, après la libération du régime de Vichy et du nazisme. Donc, il faut rappeler ça. C'est des choses à faire pour protéger la révolution ou plutôt pour protéger le processus démocratique. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la vie politique. C'est pour ça qu'il faut faire vite pour passer cette loi de l'immunisation où j'aimerais bien vous dire encore une fois. Elle n'est pas tombée en désétude. Le projet n'est pas tombé en désétude. Non, malheureusement c'est le mouvement là qui a utilisé donc ce projet de loi, parfois pour menacer Nidé Tounes, parfois pour s'approcher de Nidé Tounes. Malheureusement ils sont pas corrects. J'aimerais bien vous le dire. Ce projet a été déposé avril 2012. Bien évidemment, avant la création du Nidé Tounes, j'aimerais bien toujours le rappeler, il ne visait personne nominativement, ou il visait ni Béji Qassib ni d'autres personnes. Donc malheureusement, le mouvement Nahda il a été activé juste après donc l'intervention voilà, il a été activé par le mouvement Nahda, oui, en août 2012. Cheikh Raj Ghanouchi a dit qu'il est pour cette loi. Après quelques mois, il dit qu'il est contre. Par la suite, il revient. Malheureusement, c'est ça qui a causé le problème en Tunisie, c'est l'hésitation du mouvement Nahda et surtout ces calculs qui sont, à mon avis, immoraux. Voilà. Elif, moi je voudrais revenir avec vous sur la question du chef de gouvernement. Donc, lesquelles de ces personnalités vous la voyez à ce poste? Oula. En tant qu'analyste politique. Oui, je vais poursuivre un peu donc le discours de C. Mohamed, pour une fois. Donc par rapport à ça, je ne vais pas me prononcer parce que c'est se mettre peut-être mon avis personnel ne compte pas réellement par rapport à ça et je me le réserve. Non, mais la personne, oui, on n'a pas besoin de nom, on parle des critères pour mieux gérer le pays en cette période. Écoutez, le Premier ministre, comme l'a dit tout à l'heure C. Mohamed, je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut qu'il y ait un consensus total autour de la personnalité du futur Premier ministre, parce qu'on peut aboutir donc à un gouvernement de compétences avec un Premier ministre, mais lui mettre aussi les bâtons dans les roues. Donc on ne peut pas oublier ce fait. Pour moi-même, j'estime que le prochain Premier ministre devrait être une compétence d'abord. Oui. Une compétence nationale en matière économique, parce que le plus important serait de redresser la barre de l'économie. Oui. Et j'ai des fortes, je suis optimiste par rapport à ça, parce que je pense qu'il va y avoir un levier qui va être activé par rapport à l'économie si jamais donc la Troïka quitte le pouvoir pour des considérations qu'on connaît tous. Donc on va pas aventurer de ce. Le Premier ministre aussi, il pourrait se faire aider, et ça a été proposé au dialogue national, quand vous le savez, donc par un vice-premier ministre ou deux vice-premiers ministres. Oui. Quelqu'un qui serait chargé des questions sécuritaires. Donc pour le premier et le deuxième, donc qui aura donc éventuellement la tâche d'essayer de chapeauter un peu l'équipe de travail. On l'a dans ce gouvernement-là avec Nourdine Lepiri, qui est un super, ministre dans le gouvernement Larif. Mais en tout état de cause, il faudrait qu'il y ait un consensus autour de la personnalité pour ne pas lui mettre les bâtons dans les roues. Surtout, comme l'a dit tout à l'heure Sid Mohamed, on a une culture de saboter le travail de son prochain. Il y a cette culture-là malheureusement en Tunisie, et c'est vrai que peut-être aussi sur un ordre tacticien, Nahda voudrait quitter un peu la gouvernance pour essayer de laver un peu son bilan chaotique jusqu'aux prochaines élections et focaliser encore plus sur les prochaines élections, mais en tout état de cause, il faudrait donc un Premier ministre qui soit vraiment indépendant et, Afef, revoir
essentiellement les nominations qui ont été faites dans l'administration donc publique. Je parle des nominations de ce qu'on appelle les emplois fonctionnels, c'est Mohamed. Je ne parle pas donc des nominations de la fonction publique, parce que là c'est une loi qui a fait donc admettre ces gens-là dans la fonction publique. C'est critiquable aussi, ça alourdit, mais je parle des emplois fonctionnels. C'est la loi, c'est tout à fait la loi. Les conséquences donc on les verra depuis quelque temps. Je pourrais pas donc finir cette discussion avec si Mohamed Rafef sans parler de son parti, son jeune parti, donc le courant démocratique, qui cherche si Mohamed à se frayer donc un chemin dans cette bipolarisation que nous sommes en train donc de vivre, la bipolarisation entre Nahda et ses satellites, éventuellement Nidetoun, ce qui est en train de confirmer, et aussi donc les partis qui seraient intéressés soit par une coalition électorale, soit par une coalition donc politique. Pour vous, c'est Mohamed, quel je dirais attrait et quelle publicité vous ferez donc de votre parti pour accaparer donc l'attention et donner aux Tunisiens une troisième alternative, surtout que vous êtes critiqué aussi bien du bord de l'opposition que du bord de la Troïka. Nous, on s'adresse au peuple, j'aimerais bien toujours le rappeler, mais on ne veut pas utiliser le peuple. Nous travaillons pour le peuple. C'est pour ça qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. On aimerait bien, bien sûr, j'aimerais bien être aimé par tout le monde, mais c'est pas le cas en Tunisie, c'est difficile. Si vous êtes d'accord, si vous êtes direct, je m'excuse, si vous êtes franc, certainement il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous, certainement. Donc c'est pour ça qu'on reçoit des coups à gauche comme à droite, des gens qui prétendent par exemple qu'on défend Mounad, mais Mounad, il essaie de nous attaquer, à chaque fois qu'on s'écarte un peu. Maintenant on est pour la légalité, certainement il est avec nous, donc il nous attaque pas. Vous allez voir dans quelques jours, ils vont revenir à la charge. Vous avez dit, vous vous écartez. Écarté de ce processus qu'on défend qui est la légalité. D'accord. La légalité, maintenant le mouvement Nahda il est majoritaire, donc il a été élu comme majoritaire. S'il a le droit d'avoir son gouvernement selon la petite constitution, c'est tout à fait normal qu'on est maintenant d'accord pour la légalité. Et on va s'écarter donc de ce problème-là, vu qu'il y aura bien évidemment une solution, je l'espère bien, de toute façon, j'en suis pas sûr. Mais de toute façon, s'il y aura une solution, certainement, nous serons avec la légalité, mais cette fois la légalité, ce ne sera pas un mouvement Nahda. Vous allez voir que nous serons attaqués. C'est ça l'expérience avec Nahda. Même lorsque j'étais au CPR, j'étais attaqué par certaines personnes de Nidetoun, certaines personnes de la gauche et certaines personnes du mouvement Nahda, qui étaient les plus virulents, j'aimerais bien vous dire. Donc, se trompent ceux qui pensent que nous donnons des cadeaux au mouvement Nahda. Nous sommes pour la légalité, nous sommes contre cette mentalité de sabotage, et nous sommes pour des réformes qu'il faut introduire en faisant des pressions contre le gouvernement, que ce soit le mouvement Nahda ou notre gouvernement. Et j'aimerais bien rappeler que même sous Béji Qassem, j'ai défendu la légalité alors qu'elle était une légalité très fragile. D'accord. Elle était consensuelle tout de même, dans l'instance Belanchoul. Oui, mais quand même, j'ai dit que elle n'était pas légale, c'est clair, constitutionnelle, c'est clair, mais elle était quand même consensuelle. Juste une dernière question, si Mohamed, qui appréhende mon attention. Certaines voix sont en train de s'élever pour dire aussi, on demande la démission de Marzouki. Parce que le Marzouki risque d'être donc bon, ça c'est la partie cachée qu'on ne dit pas, mais selon donc les défenseurs de cette idée-là, notamment Nidetoun, il pense que Marzouki devrait quitter parce que lui aussi serait intéressé par un poste donc éventuellement après les élections prochaines, et que normalement il ne devrait pas exister parce que il a les moyens quand même budgétaires, il a les moyens humains de ne pas être indépendant lors des prochaines élections. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Pour finir un peu concernant donc le courant démocrate. Le courant démocrate, on veut tracer notre voie, donc une troisième voie. Pas Nidetoun qui veut faire revenir l'ancien régime, pas Nahda donc avec sa mauvaise gouvernance et le manque donc de ce vouloir de changement, etc. Donc fait défaut malheureusement chez Nahda. Nous on veut tracer une nouvelle voie, nous voulons être un parti moderne pour gouverner un pays moderne. Un pays moderne, c'est un pays où il y a une bonne gouvernance, il y a une transparence, il y a beaucoup de liberté, mais il y a une application stricte de la loi si on veut avancer. Donc pratiquement c'est ça ce qu'on propose aux Tunisiens. Pour le moment, on est en train d'instaurer une nouvelle démocratie, il faut le dire, ça c'est le projet, malheureusement, donc ça doit être le projet de la majorité des Tunisiens.
Je peux pas dire le projet de tous les Tunisiens parce que c'est pas vrai. Donc nous devrons travailler dans ce sens-là et peut-être s'approcher de certains partis qui sont peut-être ont nos mêmes idées. Pour revenir à M. Marzouki. Oui, exactement. Pour revenir à M. Marzouki, je sais pas s'il va se présenter aux prochaines élections ou pas, mais de toute façon, mettre en doute le fait qu'il n'est pas objectif, qu'il peut utiliser donc. On parle de l'institution, on parle pas de l'individu. Oui, mais on parle quand même indirectement de l'individu qui peut utiliser donc les moyens de la présidence pour aller dans les élections prochaines en situation de force. Là, j'aimerais bien rappeler qu'il y a des règles de procédure pour donc lutter contre la mauvaise gouvernance au sein de la présidence de la République. Il faut contrôler bien évidemment les finances comme toute administration. Mais si à chaque fois on veut aller dans des élections, on change un président ou un gouvernement, à mon avis, ça commence mal, cette démocratie tunisienne. Donc ça n'a pas de sens. Il y a des présidents qui donc aspirent à un autre mandat et qui se présentent partout dans le monde et ça n'a jamais posé de problème. Alors pourquoi ça poserait le problème en Tunisie? Je ne suis pas sûr qu'il va se présenter. D'accord, ça reste à lui. Exactement, il ne pas. Mais c'est pas sûr qu'il va se présenter. Sauf que ma dernière question, remarque, et je finirai avec ça, Rafef, en remerciant C'est Mohamed. C'est Mohamed, vous avez démissionné justement parce que vous n'avez pas eu les moyens de combattre donc les dossiers de corruption. Donc ça aussi, pour le contrôle, je pense qu'il y a encore un chemin à faire. Je suis de votre avis, mais que faut-il faire? Donc à chaque fois on change un président, un gouvernement juste pour faire des élections. Il y a des règles pour garantir de vraies élections, des élections libres et honnêtes, etc. Il faut donc aller, justement, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Il faut aller faire ces procédures-là, ces mesures, ces lois-là pour garantir l'honnêteté et la liberté de prochaines élections. À mon avis, c'est ça la priorité et pas changer le gouvernement ou changer un président. Il faut changer juste par les urnes. Tout à fait. Voilà. Merci, c'est Mohamed Abou, secrétaire général du Courant démocratique. Merci Anis. On se retrouve demain dans le vif de la Constitution pour les principes généraux de la Constitution. Tout à fait, notre rendez-vous hebdomadaire pour décortiquer un peu le projet de la Constitution. À partir de 8h30. Tout à fait, il sera présent avec nous comme d'habitude, c'est Abdelhamid Larabet. Oui. Alors, pour décortiquer un peu donc la problématique des principes généraux de la Constitution. Je remercie infiniment Jeannette Ouahrani pour sa collaboration technique. Votre ami Rafef était avec vous depuis 6h et puis on se retrouve demain également pour votre réveil à partir de 6h. Mohamed Aliché vous présente le flash de l'actualité de 9h. Restez branchés, restez toujours à l'écoute de RTCI. Bonne journée, au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Anis Moraï.